Portrait, l'émission Parcours d'UGOP Radio. Bonjour à tous et bienvenue sur UGOP Radio, la radio du 12. Aujourd'hui, dans notre émission Portrait, j'ai la chance d'accueillir Saïd Demiro. Bonjour Saïd Demiro. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Et aujourd'hui, on va pouvoir revenir sur ton parcours, tes inspirations, etc. pour que tu nous partages ton univers. Ok. Donc pour commencer, j'aimerais parler de ton nom parce que c'est très révélateur de l'environnement dans lequel tu as grandi et surtout de l'environnement qui t'a initié à la musique et à tout ton domaine. Donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu des Mureaux justement ? Écoute, les Mureaux, c'est une petite ville de banlieue, mais vraiment banlieue assez éloignée, la banlieue ouest. Une petite ville de 46 000 habitants et une ville populaire qui a été un peu construite entre guillemets autour de Renault et Peugeot, donc une ville ouvrière. Tout ça implanté autour des champs et tout ça, donc voilà. Et puis j'ai grandi. Je suis pas né aux Mureaux, mais je suis né à Conflans exactement, et j'ai fait mon parcours de jeune adolescent et l'enfance, l'adolescence et jusqu'à l'âge adulte dans cette banlieue où différentes communautés se côtoient, où il y avait beaucoup de mixité. On avait autant des voisins portugais, français, yougoslaves, maliens, sénégalais, marocains, algériens, tunisiens. Donc voilà, un peu banlieue ouest, un peu comme Mantes-la-Jolie. C'est vraiment une ville qui est assez loin de Paris. Donc voilà un peu l'environnement de vie auquel j'ai pu baigner dans mon quotidien de tous les jours. Mais c'était une enfance cool, vraiment très innocente et beaucoup de rire aussi. Beaucoup de rire, c'est ça que t'en retiens. Ouais, voilà. C'est une très belle manière de commencer. Les Mureaux, mais donc plus largement le 78. Exactement. Parce que c'est vraiment ton milieu et le milieu dans lequel après t'as évolué dans le rap. Si j'ai bien compris, t'es rentré dans le rap par d'abord la culture hip-hop, c'est bien ça ? Exactement, ouais. C'est à partir des années 80, fin années 80. Donc, en étant gamin, je regardais la télé. Il y avait une émission qui s'appelait HIP, HOP, qui était sur TF1, qui était présentée par Sydney. Donc, c'était, faut s'imaginer à l'époque, sur la première chaîne nationale française, où tu avais une émission qui parlait du hip-hop et comment il y avait un peu des tutos, comment tu peux danser, comment tu peux rapper et ainsi de suite. Et où tu avais justement l'image de toute la banlieue française qui a été représentée dans cette émission-là. Donc, et c'est là où ça m'a fait tilt. Effectivement, tu vois des gens qui te ressemblent aussi, tu vois aussi une musique qui te touche, et puis tu commences un petit peu à t'intéresser à l'histoire de cette culture-là, et c'est à ce moment-là où ça m'a vraiment frappé, ouais, à travers cette émission. Et je crois que c'était en 84, ou voilà, c'est ça, en 84, un truc comme ça. Et puis il y a eu cette émission, et après il y a eu le visionnage d'un film en cassette VHS, pour les connaisseurs de l'époque, qui était Breakstrike 84 aussi, qui m'avait pas mal traumatisé. Et forcément, à travers ces deux événements, c'est là où c'est vraiment une culture à laquelle où j'ai adhéré, où entre guillemets je suis tombé amoureux. Il y a des artistes phares déjà à l'époque qui t'ont inspiré dans cette émission ou même ailleurs dans ce milieu-là ? Après, les artistes phares de l'époque, on va dire, on n'avait pas encore connaissance. Je devais être ado, je dois avoir peut-être 13 ans, un truc comme ça. Donc c'était plutôt des artistes de pop music ou de funk ou de soul, donc qui étaient un peu rattachés aussi à la culture, parce que tu avais les breakers qui pouvaient danser sur du James Brown ou sur du Michael Jackson ou toutes ces choses-là. Donc on va dire mes premières références musicales qui étaient quand même associées à cette musique-là, parce que tu trouvais tout le temps cette musique, la soul, la funk, l'électro aussi, l'électro-funk et tout ça, la P-funk et tout, qui était associé vraiment à la culture. Donc, et après, là où des artistes de hip-hop qui ont commencé
à sortir. Donc c'était aux États-Unis. Donc tu avais des Public Enemy, tu avais des Ice-T, tu avais des NWA aussi. Tu avais pas mal d'artistes américains. Et puis en France, ça c'est venu un peu plus tard à travers une émission de radio qui était sur Radio Nova, qui était le Dynastyle avec DJ Dynasty et Lionel G. Et là, on a commencé à découvrir des artistes français qui faisaient du rap en français ou du rap français, donc, et du raga aussi. Donc c'est à partir de... Et ça, la radio, c'est venu vers 88-89 aussi. Donc d'abord, tu as écouté ces artistes, tu les as regardés, et après, toi-même, tu t'es mis à rapper, c'est ça? Ouais. Après, quand ces artistes-là, à travers Radio Nova, donc c'est des artistes français, donc on a vu qu'on pouvait aussi faire du rap en français. Et c'est vrai que les premiers artistes qui m'ont vraiment traumatisé, il y avait Assassin, il y avait après IAM aussi, NTM, et puis d'autres artistes aussi qui... donc après, moi, ça m'a envie plutôt plus tard d'avoir cette envie de rapper. Au départ, j'étais plutôt dans le truc de la danse, le graffiti. Donc c'était vraiment ces disciplines-là où j'ai tout de suite capté. C'est vraiment ça qui t'a plu. Voilà, et puis après, le rap, c'est venu vraiment après, mais c'est eux qui m'ont vraiment inspiré. Et puis j'ai dû commencer à rapper en 90. Mais voilà, comme tout jeune de banlieue, dans la MJC, avec les potes, avec des cassettes, avec le poste-cassette, des instrus, des phases B, et donc voilà. Donc en commençant à rapper, du coup, tu as aussi rencontré des artistes et notamment des groupes. Donc tu as rencontré notamment... comment il s'appelle? Je n'ai plus le nom du coup. Mafia Quinfri, c'est ça? Expression D, etc. Est-ce que tu peux nous dire un peu tout ce que ça t'a apporté et comment est-ce que ça t'a permis d'évoluer, d'être aux côtés et au contact de ces artistes-là? Déjà, ça m'a permis de rencontrer des gens qui avaient la même passion que moi. Donc la passion de la culture hip-hop. Moi, ma première rencontre avec un groupe de rap confirmé, entre guillemets, qui avait déjà une expérience et qui avait déjà une réputation, une reconnaissance, qui était Expression Directe, qui est un groupe de Mantes-la-Jolie. Et cette rencontre-là, elle s'est faite à travers d'amis en commun, parce que Mantes-la-Jolie, les Mureaux, c'est à côté, et il y a beaucoup de gens qui se connaissent. Et du coup, ça m'a permis de partager ma passion déjà que j'avais avant avec des amis des Mureaux et tout ça en tant que rappeur, et de rencontrer vraiment des artistes comme Express D qui avaient déjà fait des choses sur disque. Et donc de profiter de leur expérience et d'enrichir mon expérience. Et après, ensuite, Express D, il y a eu des artistes comme qui étaient dans la Mafia Quinfri, donc Ideal J, Rof. Il y avait aussi Diabus System, qui était aussi un groupe de Paris du 19e. Donc toutes ces rencontres-là m'ont vraiment nourri musicalement, m'ont nourri en termes d'expérience, m'ont aussi nourri ma passion. On a pu partager, échanger, créer, se perfectionner, et c'est vraiment des rencontres très importantes pour la suite de ma carrière. C'est à ce moment-là que tu as commencé à t'intéresser au beatmaking, c'est ça? Oui, exactement. C'est à partir de là, parce que comme je rappais à l'époque, et cette rencontre avec Express D, elle s'est faite parce que j'étais un rappeur et on voulait travailler ensemble. Moi, je voulais travailler avec eux. Et on s'est bien entendu. Et donc après, faut savoir qu'à l'époque, le cercle était petit. On va dire, c'était un milieu qui est très petit, donc pas comme aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il est assez dense, mais à l'époque, tu pouvais facilement te connecter avec un artiste. Les rencontres se faisaient très facilement, même si on n'avait pas de téléphone portable. C'est venu après. Et puis il y avait des artistes dans Express D. T'avais Ouija qui était compositeur d'Expression Directe, t'avais Mistadi qui était compositeur de Diabus System, et puis t'avais DJ Mehdi qui était compositeur de Ideal J, et quelques artistes des débuts de Mafia Quinfri, parce que c'était pas encore tout de suite Mafia Quinfri.
Et moi, j'ai été aussi passionné par ça. Je voyais qu'ils bidouillaient des machines, que ça faisait des instrus, en tant que passionné de musique aussi. Et puis moi, je rappais, donc je cherchais aussi des instrus pour moi. Et j'avais un peu du mal à trouver des instrus parce que tous ces compositeurs avaient du boulot avec leur propre groupe. Donc je me suis dit, on est mieux servi que par soi-même, donc je vais m'y mettre aussi. J'ai vu qu'il y avait pas mal d'artistes de ces collectifs, en tout cas certains, qui étaient assez engagés. Est-ce que toi aussi c'est quelque chose qui compte dans ton travail ? Que ce soit maintenant ou même à l'époque. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a marqué, le fait que certains soient très engagés ? Bah déjà à l'époque, oui, on était engagés de fait par nos conditions sociales. Fils d'ouvriers qui habitent en banlieue, surtout nous, c'est vraiment les Mureaux, Mantes-la-Jolie, on est vraiment loin de Paris. Donc nos activités étaient réduites que sur notre territoire. Donc, et on était de conditions très modestes, même si on a vécu quelque part heureux. Hein, Mais bon, quand tu vis dans un quartier populaire, il y a aussi ses avantages et ses inconvénients, et tu le vois se dégrader. Tu vois aussi des familles galérer et tout ça. Heureusement qu'il y a la solidarité dans ces quartiers-là. Donc forcément, toi, moi, ça m'a touché, et donc tu es impliqué. Et nous, le style de rap qu'on faisait à l'époque, c'était un rap très, très dur et très engagé, qui reflétait vraiment notre environnement au quotidien, qui reflétait aussi une part de la société de l'époque. Et voilà, quand tu es un jeune de banlieue, jeune fils d'ouvrier de banlieue, éloigné, d'origine maghrébine et tout ça, et que forcément on a connu autant discrimination, le racisme, les contrôles et tout ça déjà à l'époque, t'es engagé dans ton rap. Et nous, on a vécu aussi avec ce rap qui était à la base un rap engagé, et aussi on va dire engagé à la base, mais que tu pouvais aussi te divertir. Okay. Donc il n'y avait pas de notion de mainstream à l'époque. Donc voilà. Et tu trouves qu'aujourd'hui, dans le rap mainstream, par exemple, il y a moins ce côté de parler de ce qu'on connaît et de ce qu'on a vécu parce que c'est dur ? Après, ça dépend des générations. Je pense qu'il y a des artistes qui sont toujours dans cet engagement, parce que c'est vrai qu'on a tendance à dire que le rap, c'est une musique revendicative, une musique où il y a un engagement culturel, un engagement social, un regard sur la société. C'est une culture qui a une sociologie très, très proche, très de proximité. Donc, on l'a toujours mis dans cette case-là, mais c'est pas vrai en vérité. C'est que quand tu regardes les premiers artistes de rap qui sont sortis aux États-Unis après le rap revendicatif, qui avaient engagé là-bas, c'était des mecs qui parlaient de ce qui se passait autour d'eux dans leur quartier, mais sur de la musique funk, donc sur de la musique dansante. Donc, et même en rap français, il y a eu des artistes qui ont sorti des trucs où ça parlait de ce qui se passait, de faits de société, mais de manière, on va dire, cool. Ouais. Solar, à l'époque, il avait sorti son premier album. Tu vas trouver des trucs qui te parlent de choses un peu dures, mais comme des choses un peu plus cool. Il n'y avait pas cette notion de mainstream, mais il y avait un truc qui était une musique, un rap de proximité, parce que dans le quartier et dans l'époque où on vivait, aussi bien il y avait des choses dures, mais on pouvait rigoler aussi, on pouvait rire. Donc c'était vraiment à cette image-là. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a quelques artistes qui ont des engagements, mais c'est des engagements vraiment profonds, qui sont vraiment qui font partie de leur eux-mêmes, donc dans leurs textes, dans leur manière d'écrire et tout ça, ça se reflète. Après, il y a une jeune génération qui, on va dire, l'engagement politique et autres, n'ont pas du tout à côté de ça. Ça les intéresse pas. Eux, la musique, c'est un moyen soit de développer une passion ou de gagner de l'argent, tout simplement. Toi-même, après, donc d'abord, tu as évolué
avec ces groupes-là. Et toi-même, après, tu as créé un album avec des amis, Première Unité 78. Est-ce que tu peux nous parler un peu de déjà comment ça s'est passé pour s'organiser, pour travailler, parce que ça a dû pas être facile au début, et également le but que vous aviez avec ce projet-là. Alors, Première Unité, c'était un projet avec des artistes des Mureaux. Okay. Donc, c'était que des rappeurs des Mureaux. Comme nous, on va dire, le 78, c'est un peu le parent pauvre du hip-hop français, dans le sens où on n'avait pas beaucoup d'artistes qui ont émergé, qui ont sorti des choses, pas comme le 94, il y avait beaucoup d'artistes, le 93. Dans le 78, on n'était pas beaucoup, donc au Mureaux, c'était cool, il y avait des artistes qui rappaient et qui faisaient vraiment des choses très intéressantes. Donc moi et un ami qui s'appelle Tarek, on a décidé de monter, de réunir tous ces artistes-là à travers un collectif et de sortir un premier projet, donc un projet de rappeurs muriotins qui était une première. Et du coup, l'idée c'était de sortir un premier maxi, deuxième maxi, puis après ensuite de sortir un album. Donc ça a été un travail, parce qu'on était, je crois, 6 ou 7 artistes. On a fait un premier maxi où on a pu avoir en featuring Kerry James, Rof, et puis d'autres artistes, mais c'était des artistes de mon entourage, donc c'était assez simple. Mais oui, ça a été 1 an et demi de taf. Ah oui, 1 an et demi. Ouais, à peu près 1 an et demi de taf, donc entre la création des projets, de le promouvoir, de faire de la promotion, parce que c'était que de l'indépendant, donc c'était avec nos sous. Donc, nos propres moyens. Voilà, notre propre moyen. Il y avait Internet à l'époque, mais c'était vraiment les débuts d'Internet. Donc on n'avait pas tous les supports d'aujourd'hui, les Instagram, les Facebook et tout ça pour pouvoir promouvoir. Donc il fallait apparaître dans des magazines, dans des fanzines, faire des interviews et tout. Donc, et puis les studios aussi, l'accessibilité des studios d'enregistrement, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tu trouves un studio à chaque coin de rue. Donc à l'époque aussi, il fallait trouver des studios, il fallait réunir tout le monde, il fallait organiser toute la réal artistique et tout. Donc ça m'a mis 1 an et demi. Ouais. Ah ouais, quand même. Et comment est-ce que ça s'est fait après la transition, quand tu es passé de donc, ce collectif où vous étiez 6-7 à toi après passer à ta carrière solo en tant qu'ingé son? Après, moi, ce premier projet de Première Unité, c'est le premier projet où moi je suis en tant que réalisateur artistique et compositeur essentiellement. Okay. Je rappe un couplet, je crois, je fais un morceau ou non, je fais peut-être 2 morceaux où je rappe un couplet à chaque fois. Donc c'est ma première carte de visite réelle, même s'il y avait des gens autour de moi qui savaient que je composais et je faisais de la musique. En tant que vraiment compositeur et réalisateur artistique. Donc ça m'a permis justement d'affirmer ses compétences de compositeur et de réalisateur artistique. Donc forcément, il y avait des gens qui avaient un peu plus confiance et j'étais un peu plus sollicité en tant que compositeur. Et c'est à partir de là où justement j'ai pu participer à plein d'albums d'artistes de rap français. J'ai été sollicité. Parce que ça a été un vrai tremplin en fait. Voilà, exactement. Un vrai tremplin, parce qu'on me connaissait, Saïd Desmureaux, en tant que rappeur, mais pas encore vraiment en tant que compositeur, réalisateur artistique. Et c'est vrai que moi, à partir de ce projet-là, ça a vraiment été le déclencheur de ma carrière de compositeur et de réalisateur artistique. Ok. Et ça n'a pas été trop difficile, peut-être qu'aujourd'hui encore, tu continues à travailler avec les gens avec qui tu travaillais dans ce collectif-là, mais parfois il y a des artistes qui réessayent après toute leur vie de faire des trucs en groupe quand ils ont commencé en groupe comme ça. Non, on n'a pas renouvelé l'expérience. C'est après moi, j'ai été plongé dans mon travail de compo et de réal parce que j'ai eu beaucoup de demandes et je faisais que ça. Et donc j'avais arrêté même de rapper. Okay. J'ai laissé ma carrière de rappeur entre parenthèses parce que je me disais que peut-être j'avais plus... mes compétences étaient meilleures dans le côté compositeur et réalisateur artistique. Donc du coup, j'étais vraiment à fond en train de faire des prods et je commençais à travailler sur des gros projets. Il y avait des artistes que j'ai connus au début, qui étaient vraiment au début de leur carrière en tant qu'artistes émergents. Maintenant, ils commençaient à devenir des artistes importants.
Donc, et je commençais à me professionnaliser justement dans ce truc-là. Donc j'ai vraiment me suis occupé de ma carrière de compositeur et de réal artistique et de participer à différents projets d'albums et puis et d'essayer de gagner ma vie à travers ça. Donc après, participer à la construction de nouveaux projets, non, j'ai pas renouvelé l'expérience. Bah, d'autant plus que ça a dû être un long travail parce que tu t'es formé tout seul. Ouais, je me suis formé en autodidacte à la base, tout seul, en regardant les gens, en posant des questions, en faisant mon relou dans les studios, en disant voilà, c'est quoi ça, c'est quoi ça, c'est quoi ça. Et puis il y avait des gens qui étaient cool et qui partageaient leurs connaissances. Et c'est comme ça que je me suis formé dans un premier temps. Et puis après, plus tard dans les années, je suis rentré dans une école d'ingé son pour formaliser tout ça. Donc justement, dans les artistes que tu avais rencontrés avec tous les artistes que tu avais déjà côtoyés, donc il y avait Rof, Kerry James, tu as aussi bossé avec Diams. Donc ça fait, c'est notamment, enfin, c'est des artistes qui sont très connus et qui, encore aujourd'hui, quand on entend leur nom, on sait directement qui c'est. Est-ce qu'il y a certaines de ces collaborations, j'en ai cité que 3, mais je sais que tu as travaillé beaucoup de monde, il y a certaines de ces collaborations qui t'ont vraiment marqué? Bah, je te dirais, sans faire la langue de bois, il y a toutes elles m'ont vraiment marqué. Après, il y a des affects qui sont différents avec les uns et les autres. Donc, par exemple, Rov, c'est quelqu'un que j'ai connu vraiment à ses débuts. On se connaît depuis, ça fait 30 ans pratiquement, enfin plus de 25 ans. Donc, du coup, donc l'implication avec un artiste que tu as vu au début, elle est différente. Diams, elle m'avait impressionné aussi. Tu vois, c'était quelqu'un vraiment de vraiment gentil. Et puis, vraiment impressionnante en termes d'écriture, en termes de rap et tout ça, où tu dis ah ouais, d'accord. Et puis très rigoureuse dans son travail et puis à travers les autres artistes aussi. C'est vraiment des histoires très indépendantes des unes et des autres et avec un affect très différent et tout ça. Donc chaque artiste avec qui j'ai bossé, ça m'a marqué. Ça t'a marqué dans un sens. Est-ce que tu as des projets un peu plus perso dans la musique? Bah écoute, j'ai des idées de projets, j'essaie de mettre en place. Je bosse avec eux. Je fais dans ma fonction d'ingénieur du son aussi, je mixe beaucoup de projets avec des artistes un peu en devenir. Et des fois, je fais aussi de la réal artistique aussi, avec là en ce moment avec une chanteuse, avec une autre chanteuse aussi. Je participe beaucoup à de la réal et je donne des coups de main. Je coach pas mal d'artistes comme ça dans mes sessions d'enregistrement ou de mixage pour certains artistes. Après un projet perso, ouais, j'ai cette idée-là. Dès que j'ai un peu de temps, je fais un petit peu de musique. C'est juste le temps et j'espère mettre ça en place dans pas très longtemps. Vraiment pro aussi pour le plaisir de la musique. Bah, déjà pour le plaisir, je vais pas te mentir, aujourd'hui refaire une carrière comme je l'ai fait à l'époque, je dis pas que c'est compliqué, mais le monde change, le business a changé, maintenant c'est vraiment le plaisir. Donc après ça sera bien fait, ça sera de manière professionnelle parce que je suis un professionnel, donc ça c'est sûr et certain. Mais il n'y aura pas d'objectif faut que je fasse des chiffres ou quoi que ce soit. Il y aura un projet et puis ce projet-là, essayer de l'amener le plus loin possible. Si même on peut l'amener sur scène ou autre. Mais d'abord, c'est vraiment le plaisir. Tu dis que ça a changé. Qu'est-ce qui a changé dans ce milieu-là que tu connais depuis très longtemps? Ouais, je vais faire mon vieux. Alors, c'était mieux avant. Je vais pas dire que c'était mieux avant parce que c'est une globalité de choses. Notre époque, on va dire à tous les niveaux, pas que la musique. Comme aujourd'hui, si je dois prendre le thème de la musique et le business de la musique, oui, ça a énormément changé parce que y a des choses bien aujourd'hui et des choses pas bien, comme à l'époque, tu vois. Même si je suis toujours, c'est normal, c'est la nostalgie qui parle et la nostalgie, c'est pas quelque chose de négatif, c'est un bon sentiment. Donc et je suis toujours nostalgique de cette époque et c'est vrai qu'aujourd'hui tout va très vite et on est matraqué par des informations et matraqué par de la musique. Il y a beaucoup de choses en musique, il y a beaucoup de divertissement et de création, donc faut faire le tri dans tout ça, c'est pas simple. Et l'essence même de ce qu'est une passion,
des fois, elle est un peu dévouée. Il y a des gens qui font de la musique sans forcément être passionnés. Ils font ça pour du business et gagner de l'argent. Donc, ça a tendance à réduire la qualité. Et c'est vrai que on peut dire que tu peux trouver des trucs très quali, mais il faut aller chercher. Et ce qui a changé, c'est un peu, on va dire, ce manque un petit peu de vraie passion aujourd'hui. C'est les chiffres. Maintenant, tout se fait à travers des chiffres, tout se fait à travers des algos. Donc, on perd un peu une essence, une certaine âme. Et est-ce que ces choses-là vont être des classiques et vont durer? On verra avec le temps. Oui, pour l'instant, c'est le pouvoir des statistiques. Exactement, exactement. Et à tous les niveaux, tu vois. Donc, voilà. Comment est-ce que tu gères le fait d'être, entre guillemets, un petit peu dans l'ombre, dans le sens où la musique et le show business en général, c'est une industrie où voilà, t'as une star qui est sous les projecteurs, qui est dans les médias, etc. Et en fait, tout le travail technique derrière, même le travail en soi du chanteur derrière, qui est beaucoup plus technique, on le voit pas. Et en soi, un chanteur a besoin de son ingé son, etc. Exact. Mais l'ingé son, on le voit pas forcément. Comment est-ce que tu arrives à gérer avec ça? Est-ce que c'est finalement quelque chose qui matche avec ta personnalité, ou alors ça a été un peu frustrant au début? Bah écoute, non, ça matche avec ma personnalité. Moi, je suis pas quelqu'un qui aime bien se montrer ou se mettre totalement devant et tout ça. Après, j'accepte volontiers des belles invitations comme la vôtre pour parler de mon parcours et tout. Donc, je suis pas fermé, mais c'est pas forcément dans mon tempérament. Et puis, après, là, on va dire, le seul petit truc qui peut être des fois un peu frustrant, c'est quand tu as fait ce travail de fond dans l'ombre avec des artistes, tu as pu leur apporter énormément, autant techniquement qu'artistiquement, que dans leur développement. Et après, c'est juste cette histoire de reconnaissance, c'est-à-dire les artistes de eux-mêmes, à travers ce qu'ils peuvent faire, de donner un peu de lumière ou de big up ou dédicacer tous les gens qui sont dans l'ombre. Donc après, bon, ce qui vaut aussi, c'est à nous, faut pas attendre auprès des artistes. Donc c'est à nous aussi, les ingés, les compositeurs, les beatmakers, les réalisateurs artistiques, de faire notre promo nous-mêmes. Et aujourd'hui, avec les outils d'aujourd'hui, ce qui est intéressant, tu vois, par rapport à notre époque, c'est qu'on a plein d'outils pour développer son image et se créer aussi une communauté qui s'intéresse à nous. Donc, je pense que c'est à nous aussi de un peu se bouger des fois. Ouais, dans tes interviews, tu parles souvent de toi en disant que tu fais un peu le geek, tu te mets dans ta bulle et t'aimes bien justement ce petit côté où en fait t'es dans ton studio et tu crées pour toi, enfin tu crées pour les artistes bien sûr, mais où en fait c'est cette partie-là que t'aimes bien et t'as pas forcément envie d'être sur scène devant tout le monde. Non. Non, bah oui, parce que c'est un peu... après, c'est un peu une sorte de sécurité aussi, hein, parce que quand t'es sur scène, tu te mets en danger quelque part, tu vois, tu prends des risques. Donc quand t'es dans ta bulle, bah, tu contrôles tout, tu gères tout, tu maîtrises tout, et t'as un confort. Donc après, c'est on va dire ce switch psychologique à se dire, vas-y, je vais me mettre en danger éventuellement sur scène. Mais après, c'est plutôt une histoire de personnalité, tu vois. Moi... je me vois mal à faire comme un DJ Snake ou un David Guetta qui font des choses bien, hein, tu vois. Moi, j'aime bien ce qu'ils font. Et être sur scène devant du public et proposer ces choses-là, tu vois. Après, j'aime bien être dans mon coin et voilà, c'est plutôt la musique qui parle que ma présence, on va dire. J'ai l'impression que c'est un, entre guillemets, petit milieu où tout le monde se connaît. Il y a quelques semaines, on a reçu Como Sarkani au micro du GOP Radio, qui nous a parlé du chimiste, dont toi aussi tu parles de temps en temps. Ouais. Et voilà, ça m'a vraiment donné cette impression que, en fait, quelque part, il y a beau avoir beaucoup d'artistes, vous vous connaissez tous. Ouais, surtout des artistes d'une certaine génération, comme on s'est côtoyés à l'époque, où à l'époque, on n'était pas beaucoup dans ce milieu du rap et du hip-hop, comme je te disais tout à l'heure, c'est que tout le monde se connaissait. C'était un petit milieu, mais vraiment encore plus petit. Toi, tu peux avoir cette impression aujourd'hui que c'est petit aussi, mais à l'époque, c'était vraiment petit. Donc, tu pouvais facilement connaître des artistes et avoir un réseau qui se crée très, très rapidement. Et c'est vrai que ces gens-là que j'ai connus à une certaine époque, qui sont toujours actifs aujourd'hui, voilà, on se connaît, on se côtoie, on se voit des fois, on discute, on partage
des choses, mais c'est surtout par rapport à l'époque aussi. Parce que moi, par exemple, aujourd'hui, tu me dis, est-ce que je connais Maître Gims? Je le connais pas, tu vois. Oui. Donc, c'est vraiment un milieu où de gens qui se sont connus à une époque et qui sont restés toujours en contact, où il y a ce respect, donc voilà. Donc maintenant, tu essayes de te concentrer, si j'ai bien compris, sur des artistes marocains avec lesquels tu travailles? Pas forcément, non. Ça, c'était à une période, ouais, où j'ai beaucoup bossé. Justement, j'en avais un peu marre du rap français. Et puis le business était pas forcément top à ce moment-là. Donc j'ai voulu aussi un peu faire un rapprochement avec mon pays d'origine et proposer ma plus-value et mes compétences aux artistes du Maroc. Et puis donc j'ai bossé à l'époque avec des artistes comme Ashken, qui est un gros groupe marocain un peu à l'équivalent de Hayam ici en France, avec des artistes comme Shaifin et tout ça. Donc j'ai fait pas mal de choses avec des artistes marocains et ça me permettait aussi de voir un peu le milieu du hip-hop au Maroc, comment cette culture aussi a imprégné le Maroc, les artistes marocains, comment eux ils se construisent artistiquement à travers la culture hip-hop et tout ça, que ce soit les rappeurs, que ce soit même des danseurs et tout ça, donc et même les beatmakers et tout ça, donc ça m'a permis aussi de me rendre compte aussi de choses où je me dis le hip-hop a pas de frontières et du coup qu'il y avait des passionnés comme moi et de la qualité aussi, surtout rapper en darija, donc c'est le dialecte marocain, avec aussi cet esprit d'avoir du flow, de placement de mots, avec même mettre des allitérations en darija, enfin toujours avec cette, on va dire, cette superposition qu'on peut avoir aussi dans le rap français, tu vois, donc les mêmes codes qu'on peut trouver aussi dans le rap français, et avec l'amour de la culture hip-hop, parce qu'ils étaient vraiment des kiffeurs de hip-hop. Ok. Donc retour aux origines avec le Maroc, et pour boucler la boucle, est-ce qu'il y a eu un retour des origines également avec le 78, des artistes qui sont un peu plus actuels et qui t'inspirent encore aujourd'hui, ou alors t'aimes bien ce qu'ils font et tout? Aujourd'hui, dans le 78, je vais pas te mentir, il y en a pas beaucoup. Après, il y a le retour de La Fouine qui m'a fait vraiment plaisir de voir, qui est toujours présent, toujours actif, toujours incisif et tout. Donc ça m'étonne pas aussi en même temps. Après, des jeunes artistes, je sais qu'il y avait des jumeaux de Mantes-la-Jolie, je me rappelle plus comment ils s'appellent, qui étaient pas mal. Après, il y en a pas beaucoup aussi des jeunes artistes du 78. Enfin moi, à ma connaissance, qui aujourd'hui explose et qui cartonne, donc voilà, j'ai pas trop de références. T'attends de voir ça. Ouais, voilà, c'est ça qu'on présente, qu'on m'envoie. Après, j'écoute des jeunes artistes, mais c'est vraiment des jeunes artistes en développement, on me demande des conseils. Voilà, écoute, qu'est-ce que t'en penses et tout ça, que ça soit... Il y a une chanteuse que je suis depuis longtemps, avec qui j'ai bossé, qui est pas une jeune artiste, mais qui s'appelle Sahar, où voilà, elle, c'est une chanteuse soul jazzy, où je suis un peu ce qu'elle fait depuis longtemps et je lui donne des coups de main, j'apporte mon expérience. Après, il y a pas autant d'artistes que ça que je connais, que j'arrive à comment dire, à t'énumérer, tu vois. Bah écoute, Saïd, on arrive à la fin de cette interview. Pour clôturer, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Bah écoute, de la santé déjà. Ce qui est déjà très bien. Déjà, c'est très bien. Et puis de me souhaiter toujours avoir cette passion en moi de la musique et peut-être un petit projet dans pas longtemps. Et toute l'équipe du GOP et nos auditeurs se joignent à moi pour te souhaiter tout ça. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver, suivre tes projets, etc. Sur Insta. Ok. Donc SAYD-DM. Donc faut pas hésiter. En général, je poste souvent des trucs de temps en temps. Insta.
Facebook pour les anciens. donc voilà. Bah, très bien. Et on mettra tout ça dans la barre d'infos de la vidéo. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. De rien, merci à toi de m'avoir invité. C'était avec plaisir, j'ai découvert plein de choses. Je pense que c'est pareil pour nos auditeurs. Merci également à la régie qui fait un super travail pour que toutes nos émissions puissent avoir lieu et se dérouler dans de très bonnes conditions. Merci aux auditeurs du GOP Radio d'avoir suivi cet épisode avec nous. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube en activant la petite cloche des notifications pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Merci beaucoup. À très bientôt sur UGOP Radio, la radio du 12. Portrait, l'émission Parcours du GOP Radio.